Hola, bienvenidos. Bienvenidos a todos los participantes a este primer seminario del Bienvenue à Fondo tous les Educativo de la IAS que se participants à titula ce ¿Por qué premier las infecciones webinaire oportunistas siguen siendo importantes en la respuesta sur al les VIH? infections Mi opportunistes. nombre es Pourquoi les Omar infections Fred, opportunistes restent soy el importantes dans la lutte representante para contre le VIH? Je Latinoamérica en el suis cuerpo de Omar, gobierno je de la suis Sociedad représentant pour Internacional del l'Amérique SIDA y es un latine gusto para mí darle pour la palabra en l'IAS este. et c'est important pour moi de faire passer le message et je vais passer maintenant la parole à Mehdi. Thank you, Omar. Mehdi, Thank you very much. prends le Uh, micro. Welcome Merci to everyone. beaucoup et I am bienvenue à tous. Mehdi Karkouri. I am Je suis from Mehdi Morocco, Karkouri, je representing viens Africa du in the Maroc, en International AIDS Afrique. Je Society. représente So, just before l'Afrique we pour start, l'IAS. please, Donc, some avant de housekeeping commencer, je rules. voudrais vous présenter des petites Please, questions first de of all, note that logistique. you Tout are all d'abord, muted because of vous êtes the en sourdine, um, number of sachez-le, car attendees. nous sommes Please note beaucoup also de that this webinar participants en includes ligne. Ce webinaire interpretation in va inclure Spanish, de l'interprétation Portuguese, en French, and espagnol, en English, and portugais, you en can select français your et en preferred language anglais. in the Vous bottom pouvez bar with this sélectionner globe votre icon. There are interprétation also dans la live barre captions inférieure à l'aide de available. l'icône Please où il y a un don't petit mind that they globe. have been generated Alors, through des AI. sous-titres en direct sont également disponibles, We mais have veuillez noter qu'ils ont été also générés given par une intelligence time after artificielle. the Nous avons presentation for a prévu un Q&A temps après les session. Please présentations send pour any une session de questions that you may have questions-réponses. Donc, to veuillez our envoyer les questions à speakers nos intervenants on today's topic en in the vous Q&A box at concentrant, bien any sûr, sur les time. thèmes And abordés if your aujourd'hui, question is et for a cela dans la boîte specific de speaker, questions-réponses à tout moment. Si please vous avez une indicate question their qui name s'adresse à when you un are typing the intervenant en question. particulier, veuillez indiquer You son will nom also lorsque vous notice tapez that votre there is a question. thumbs up symbol Vous when allez someone aussi asks vu a qu'il y question a in un the symbole Q&A pouce box. levé So if you have a et que ce similar question sigle or apparaît if you lorsqu'une find question est this posée dans la question boîte de important, questions-réponses. Si please vous avez click une on question this similaire thumbs ou up si vous sign trouvez cette so question that you can importante, help veuillez us to cliquer sur ce prioritize the symbole questions. pouce levé And in afin case you de are nous aider à having any hiérarchiser les issues with questions. Zoom, you can find Si vous avez additional des guidance problèmes avec Zoom, provided vous in pouvez the chat trouver des box. conseils And in supplémentaires dans that la boîte chat de box, feel discussion. free Bien also sûr, to dans let cette us même know boîte your de name discussion, vous and pouvez nous from donner which votre country nom you are et connected. vous We'll also pouvez insert aussi information in nous that dire chat d'où vous box. venez, où est-ce que vous Thank êtes. you. Nous aimons bien lire ces conversations dans la boîte Thank you, Mehdi. chat, n'est-ce pas? Esta serie de Alors webinarios proporcionará maintenant, actualizaciones sobre merci epidemiología, Mehdi. Cette série de diagnóstico, webinaires fera tratamiento le point sur de infecciones l'épidémiologie, le oportunistas diagnostic desatendidas et como la le traitement des sélections histoplasmosis y la enfermedad de d'infections Chagas opportunistes y négligées, notamment próximamente la meningitis l'histoplasmose, la maladie de tuberculosas y Chagas et la tuberculose talaromices méningée Esta parte et del la seminario web se centra thalaromycée específicamente en marnafé. Cette partie de histoplasmosis y la webinaire se enfermedad de Chagas. concentre sur Hoy, l'histoplasmose de los la oradores maladie de ofrecerán Chagas. información Aujourd'hui, les práctica a intervenants través de casos vont clínicos présenteront des y cas también cliniques et tendremos la nous entendrons participación également le point de desde la vue perspectiva de la de comunidad. la Por communauté. eso para mí es un Alors placer aujourd'hui, pour moi, c'est un hoy plaisir también presentar a Alessandro aujourd'hui Comaru de vous Pascualoto de présenter Brasil, a Alessandro Ligia Comaru Pierotti de Pascalotto du Brasil y a Brésil, Javier Likia Urcade de Perotti du Argentina, que Brésil, son Javier los Urcade qui nous vient presentadores en este d'Argentine. programa. Voilà, Muchísimas ils vont faire gracias des por présentations estar durant ce aquí y programme. también Merci à tous obviamente d'être muchas ici gracias et a merci las également empresas que à toutes les apoyan a la entreprises Sociedad qui Internacional soutiennent de SIDA en este l'IAS webinario y et pour ce específicamente a Viv webinaire, Healthcare y surtout a sur Gilead Vive Science. Healthcare et Gilead Science. Nuestro primer ponente Alors, notre es premier Alessandro intervenant, Comaru c'est Pascualoto. Alessandro Alessandro es profesor de Comaru enfermedades Pascalotto, infecciosas professeur de de la maladies Universidad infectieuses Federal à para la Ciencia de la Salud en l'UFCSPA et Porto Alegre, directeur en médical du Brasil, y es laboratoire director biologique médico moléculaire de la del Santa Laboratorio de Casa Biología de Porto Molecular de Alegre. la Santa Casa Alessandro de Porto Alegre. présentera un Alessandro exposé hará su sur presentación específicamente l'histoplasmose sobre el à tema de partir d'un histoplasmosis. cas bien Entonces, spécifique. Alejandro, bienvenido. Muchísimas Alessandro, vous gracias por estar avez aquí. donc la parole. Las palabras Bienvenue et tuyas. merci d'être ici. À vous de prendre la parole. Buenos días, gracias Bonjour à por la invitación. tous, merci Sorry, de my votre Spanish is beginning. invitation. Je vais parler en Good anglais morning to maintenant. everyone, and Bonjour à thanks for tous encore une fois invitation. It's a great et pleasure to be merci de votre here with you. I'm going to share with invitation. you C'est my toujours screen. bon Just a d'être second, ici please. avec vous. Je vais Can partager you mon can you see écran my avec slides? vous maintenant. Voyez-vous mes diapos? Sí, Yes. perfecto. Oui, très bien. All right. Nous les So voyons. let's talk about Très bien. Alors, on va histoplasmosis in parler de AIDS l'histoplasmose patients. pour les patients avec Starting with le the epidemiology sida. of the disease, we Nous allons used to commencer think of avec histo as a disease l'épidémiologie that is endemic in the de la US. maladie. Nous The pensions que Mississippi c'était and Ohio endémique aux rivers. But that US, has changed in recent years. surtout vers le It has Mississippi et spread all l'Ohio. Ça over a bien different changé depuis regions of dernières the années United maintenant. States, and Ça it's s'est bien actually propagé dans beaucoup de régions des everywhere in Latin États-Unis. America, En fait, particularly dans in toutes les Brazil, parties d'Amérique du in Sud, South surtout au Brésil, Sub-Saharan
Alors, en Afrique aussi, dans l'Afrique saharienne, dans certaines parties de l'Asie, dans certaines parties de l'Europe, c'est donc devenu une maladie mondiale. Si on voit à peu près, si on étudie les données au Brésil, voilà, donc les données publiées il y a des années. Alors, on a vu que nous avons 11 centres au Brésil. Nous faisons des échantillons sur 770 patients au Brésil. Nous les testons avec des antigènes urinaires et nous avons vu une augmentation de 53,8%. C'est très élevé. Donc, il ne s'agit pas seulement des États-Unis maintenant, de l'Amérique latine, mais aussi d'autres pays maintenant. Si on voit cette augmentation de plus de 50%, donc moi, je vois que 8% de, en- dans d'autres régions du Brésil, nous avons plus de 40 et quelques pourcents de patients qui ont l'histoplasmose. Alors, Gafi a déjà travaillé sur cela. On a vu que aux Amériques maintenant, l'histo tue plus de personnes que le sida ou la tuberculose. Nous savons très bien combien de patients dans le monde ont la tuberculose. Nous avons des programmes, nous avons des financements pour la tuberculose, mais l'histoplasmose est toujours une condition d'infection qui est négligée. Mais cela, bien sûr, tue plus de patients sida que la TB. Comme vous le voyez ici avec le CD4, la charge CD4, plus elle est élevée, plus les risques sont élevés. Donc, si on a un patient avec une maladie VIH avancée, nous devons faire très attention à l'histo en premier, ensuite à la tuberculose. Alors, ces maladies peuvent coexister. Comme vous le voyez ici, nous avons fait des études. Cette étude qui nous vient de Diego Caceres. Parfois, ces patients ont les deux affections et deux maladies en même temps. Nous avons fait une étude et on a vu que si on testait une personne pour la TB, on doit aussi faire les examens pour l'histo. Alors, on parle des manifestations cliniques maintenant. On m'a demandé de vous présenter un cas d'étude clinique, mais je voulais vous donner un petit peu un résumé de ce qu'on trouve dans la littérature médicale de ce côté. La différence entre la TB et l'histo, que vous voyez à gauche, vous voyez comme une maladie pleuro-pulmonaire. Et comme vous le voyez, l'histoplasmie, c'est plutôt lié à la rate et au foie. Donc, en fait, l'histo, c'est très différente de la TB. Nous avons plus de marqueurs inflammatoires que dans la tuberculose par rapport à l'histo. Nous avons, nous avons aussi des problèmes de moelle épinière. Donc, encore une fois, l'histo, ça se teste avec des anomalies du foie et de la moelle épinière. Donc, voilà, les différences entre TB et histo. Voilà, c'est un graphique qui nous permet de différencier et reconnaître l'histo. Alors, si vous voyez une compte de un montant de platelets qui sont euh, basses, vous voyez ici que les comptes. Vous voyez, il y a aussi pour l'histo des problèmes de foie, le foie, les anomalies du foie. Donc, si le patient a des maladies ou des ulcères dans la bouche orale ou des lésions cutanées, vous savez que la tuberculose, c'est pas vraiment un problème cutané. Donc, dans l'histo, oui. Donc, on appelle ça la syphilis du monde fongique. Alors, vous voyez, il y a des lésions cutanées pour certains. Alors, on va nous dire, bien sûr, le diagnostic, le diagnostic est beaucoup plus facile à faire, mais c'est aussi toujours un peu tard parce que c'est une infection qui se dissémine assez lentement. Nous savons, je sais que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est
C'est donc un champignon qui pousse très lentement. Cela prend 5 à 6 semaines. Donc, c'est pour ça que le diagnostic est compliqué. Donc, bien sûr, on a besoin de procédures très longues. Il faut aspirer de la moelle épinière. Il faut faire une ponction lombaire. Donc, c'est pas évident de diagnostiquer l'histoplasmose. Voyons voir ce que nous avons dans nos directives pour l'histoplasmose. Comment est-ce que l'on va diagnostiquer l'histoplasmose chez les patients atteints de VIH? On a besoin d'avoir accès à la détection des antigènes urinaires. Et donc, encore une fois, les antigènes histoplasmose dans l'urine. En fait, c'est simple. C'est tout à fait simple. On peut diagnostiquer en une journée. Il suffit de prendre un échantillon d'urine, pardon. Donc, c'est assez facile à résoudre par rapport aussi à ce qu'on pourrait faire avec des biopsies et des cultures de moelle épinière. Donc, voilà les analyses méta qui ont été faites par Caceres et Fongi. Donc voilà, il essaie de diagnostiquer l'histoplasmose disséminée dans les patients séropositifs. Nous avons démontré aussi que si on teste routinement, de façon routine, l'histoplasma, d'antigène histoplasma, cela pourrait éviter 17% des décès dans les personnes qui ont le VIH, un VIH avancé. Et cela, bien sûr, va être au niveau financier, c'est une bonne chose aussi parce que ça nous économiserait beaucoup d'argent. Alors, pourquoi est-ce que l'on ne fait pas ça d'une manière routinière dans les centres cliniques? On a accès ici, mais on a accès juste pour la recherche, mais beaucoup de centres en Brésil, ça n'est pas disponible. Voilà donc les études que nous avons publiées avec PAO aux États, en Amérique du Sud. Et donc, nous avons utilisé encore une fois ces tests d'urine. On a utilisé ce système pour tester les urines. Vous voyez ici, tout est là en petites lettres, mais vous pouvez voir que l'on pourrait augmenter ces tests, donc ces dépistages. Quand ces dépistages seront mis en place, on pourra diagnostiquer l'histoplasmose plus rapidement. Et voilà ce qu'il a été publié il y a quelques années. On a vu qu'en Amérique du Sud, seulement 22% des patients ont été testés pour l'histo. Donc, il faut améliorer cela. Comment est-ce qu'on traite l'histoplasmose? Alors, cela dépend bien sûr de détection d'antigènes, comme je vous l'ai montré, mais les traitements, encore une fois, on va voir ce que l'on a fait au niveau euh, des directives qui ont été étudiées et, et on a bien vu que c'est assez simple. On est d'accord. euh, on ne peut pas utiliser les produits qui sont toxiques. On a besoin de thérapies d'induction comme le liposomal amphotéricine pour 2 semaines. C'est un traitement qui est préféré pour des cas un peu plus sévères ou modérément sévères de la maladie. Il y a une thérapie d'induction alternative dans les moments où, il y a des problèmes de système immunitaire. Voilà donc ce qu'on a jusqu'à présent. C'est une autre étude que l'on a fait et qui a été publiée en 2023. Et donc, on a essayé une dose simple, unique de liposomal amphotericine et ça a à peu près bien marché. Donc, 10 mg par kilo pour la thérapie d'induction par rapport aux 3 mg par kilo pour la thérapie sur 3 semaines. Vous voyez, la réponse était quand même similaire, mais le taux de survie était le même, mais on a trouvé un taux de toxicité qui était beaucoup plus bas avec une seule dose parce que
Avec ce médicament, la plus élevée, la dose la plus efficace, mais dans ce cas-là, il y a un plus grand taux de toxicité. Donc, on est quand même assez content de ça. On a commencé une pré-étude, un pré-test, un pré-essai avec plus de personnes. On veut tester 300 personnes. Ça va être bien sûr un test au hasard, un test random, comme on dit. Donc, mais cette fois-ci, on va évaluer le taux de survie. Donc, voilà, c'est un essai de priorité. Alors, c'est pas seulement une réponse, on va pas seulement utiliser les réponses cliniques. Donc, on a tous ces données, la toxicité, la réponse toxique. Donc, l'antigène baisse à très, très bas, de manière très, très basse. Donc, on va utiliser le QPCR. Euh, donc, on va suivre aussi les patients pendant 10 semaines au lieu d'un an pour évaluer le taux de survie. Donc, tous nos patients vont être placés sur AMB pendant un an. On a déjà utilisé 42 personnes dans nos essais et on espère changer les directives qui sont dans le guide après avoir fait cette stratégie. Si ça fonctionne, bien sûr. Si on peut économiser les médicaments par quatre fois moins de médicaments utilisés, parce que c'est quand même un médicament qui est très cher en plus, un médicament qui est quand même assez toxique. Donc, nous espérons pouvoir évaluer l'échelle de d'or. C'est quelque chose qui fait débat sur le terrain médical en ce moment. On ne peut pas forcément examiner seulement la survie, soit le patient survit ou meurt. Donc, il faut aussi étudier le taux de toxicité. Donc, cette échelle va donc du décès dans les 2 semaines à la survie à la 10e semaine. Donc, il y a aussi le taux de toxicité entre toutes ces étapes. Nous espérons que cette étude ou ces observations euh, vont nous aider à mettre en place des thérapies qui seront moins toxiques et surtout qui seront beaucoup moins chères. On va bien sûr mesurer tous les coûts qui vont avec. Il s'agit d'un essai factoriel. Je sais on va travailler avec NIH. Ils avaient une réunion hier. J'espère qu'ils auront des bonnes nouvelles. De plus, après la thérapie d'induction, nous allons passer aussi à plus de patients. Nous allons faire un test à l'aveugle avec soit le posaconazole ou l'itraconazole. Donc, nous avons utilisé cet médicament, mais nous savons que c'est un médicament assez toxique. Nous allons utiliser, encore une fois, l'un ou l'autre posa, comme nous allons faire une étude aléatoire entre les patients pendant 6 semaines par rapport à un an, comme nous faisions avant. Pour ce qui est euh, je pense que pour moi, c'est très intéressant de parler à beaucoup de médecins qui se préoccupent du VIH, parce qu'on a participé à beaucoup de conférences sur le sida pendant 5 ans. Et nous, qu'on a publié ce document il y a quelques semaines, nous avons partagé cela avec la conférence sur le sida international, la conférence IAS, le CROI, ACS, et seulement 0,8% du contenu a été dédié. Nous avons vu que 0,8% du contenu de ce qui est fait durant cette conférence est dédié aux maladies fongiques. Donc, nous savons qu'il faut absolument partager ce message. C'est une infection qui est meurtrière parce que c'est lié aux infections opportunistes pour les patients séropositifs. Donc,
Pour moi, c'est très important de partager ce message avec la communauté. J'ai fini à temps, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Alessandro, pour cette présentation et pour votre enthousiasme. Et merci d'avoir respecté votre temps de parole. Alors, notre prochain intervenant, toujours au Brésil, Lydia Pierotti, qui est médecin spécialisé en maladies infectieuses. Elle est professeure à l'Université de São Paulo et elle va nous présenter une conférence sur la maladie de Chagas et le fait de comprendre son impact sur les patients immunodéprimés. Et vous avez la parole, Lydia. Merci. Je remercie beaucoup l'IAS International qui m'a invité ici. Je vous remercie donc et je vais commencer ma présentation. Donc, la maladie de Chagas est un thème qui m'intéresse beaucoup et je vais vous parler de la co-infection dans le cadre des malades atteints de sida. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans ma présentation. La maladie de Chagas a été découverte il y a plus d'un siècle et elle est considérée comme une maladie négligée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle affecte 70 millions de personnes vivant dans 21 pays endémiques de l'Amérique qui sont susceptibles d'être infectés par la maladie de Chagas. On estime qu'il y a entre 6 et 15 millions de personnes infectées dans le monde et en Amérique latine, et avec plus de 1000 décès par an associés avec cette maladie. Donc, cette maladie est présente dans les pays, dans environ 21 pays. Vous voyez ici, Argentine, 8,2 de prévalence, la Bolivie 15,4, le Brésil 1,3. On constate donc qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels cette maladie est endémique avec une augmentation de cas aussi dans d'autres pays d'Europe et des États-Unis ou du nord des États-Unis de l'Amérique à cause des voyages. Donc, la transmission vectorielle est la plus importante, mais il y a beaucoup d'autres pays où on a constaté une transmission vectorielle. On a réussi à l'interrompre aussi grâce à certains traitements, mais on continue à voir cette transmission présente dans certains pays. On a aussi la question de l'ingestion orale et d'autres transmissions par le sang, transmission verticale. Donc ici, vous voyez l'histoire de la maladie de Chagas qu'on connaît bien avec une étape aiguë qui se caractérise par une parasitémie très élevée, une bonne réponse au traitement et, dans la plupart des cas, une guérison. Cependant, dans les cas non traités, on a un développement de la maladie qui peut être asymptomatique, qui peut devenir une infection chronique avec des maladies cardiaques dans 30% des patients, gastro-intestinales chez d'autres 10 à 15% des patients, une faible parasitémie et une faible réponse au traitement dans ces cas-là. Et on a ce troisième cas, il s'agit de la réactivation. Nous allons en parler. Alors, quel est le risque de réactivation qui existe dans le cadre de la maladie de Chagas? Alors, nous allons voir la définition, les manifestations cliniques, le diagnostic et le traitement. Environ une personne sur 50 dans le monde est immunodéprimée en raison d'une maladie primaire
ou d'un traitement immunosuppresseur, ce qui peut donner lieu à une réactivation de la maladie de Chagas chronique qui a été décrite chez des personnes immunodéprimées avec un haut niveau de morbidité, de mortalité. Il est donc important de connaître ce cadre et ce tableau clinique pour traiter les patients immunodéprimés qui peuvent donc développer la maladie. Le risque de réactivation chez les patients immunodéprimés infectés de façon chronique par T. cruzi, hein, et qui peut aussi affecter le taux de réactivation. On peut avoir un taux élevé de patients atteints de problèmes cardiaques. Il y a des rapports de oncologues qui montrent que la maladie immunitaire peut augmenter les risques. Et la co-infection, le risque de co-infection est une réalité dans les zones endémiques et non endémiques. Dans certains pays, on constate différents niveaux. Au Brésil, 5%, en Bolivie, 28%, avec un taux de réinfection élevé aussi dans certains pays et régions endémiques ou non, comme c'est le cas de l'Espagne, avec une réactivation de la maladie de Chagas chez des personnes atteintes de VIH. On a retrouvé cela dans les années 90. On trouve des problèmes de ce type au Brésil, en Argentine, aux États-Unis aussi, on a eu quelques cas. Et très souvent, on décrit cela comme une encéphalite, une myocardite, une méningoencéphalite. 16 cas ont été décrits très souvent comme présentation de méningoencéphalite et 100% de ces patients ont décédé. Voilà des cas ici qui sont présentés, un cas de myocardite mortelle aiguë et dans ce cas-là, on a constaté une augmentation de la parasitémie aussi. La parasitémie, pardon. Donc ici, le nombre de parasites que vous voyez ici sur l'image suite à l'analyse. Donc, la réactivation de la maladie de Chagas est classée comme maladie opportuniste qui définit le sida depuis les années 2000. Elle survient généralement en cas de faible taux de CD4, moins de 200 cellules par millimètre cube, et un mauvais contrôle virologique. 15 à 35 des personnes co-infectées présentant une réactivation de la maladie de Chagas ne sont pas traitées par antirétroviral. Et dans les pays endémiques, toutes les personnes infectées par le VIH doivent être dépistées pour une infection à T-cruzi au moment du diagnostic du VIH. En général, les patients qui proviennent de ces régions doivent être suivis pour une maladie de Crohn aussi, doivent être testés pour le VIH. On sait que c'est un diagnostic sérologique. Alors, quelles sont les manifestations cliniques? Il y en a beaucoup. Il y a, par exemple, les nodules sous-cutanés, la panuculite, la myocardite, la méningite, l'encéphalite, la maladie fébrile non spécifique, fièvre, anémie, fatigue, perte d'anémie, d'appétit, diarrhée, mais tout dépend du groupe de patients. Des patients avec des greffes de reins vont avoir des problèmes cutanés. Ceux qui ont eu une greffe cardiaque vont présenter des manifestations cardiaques. Et au niveau du système nerveux central, lorsqu'il y a une réactivation de la maladie de Chagas chez des patients, on constate que ces patients vont présenter ce type de manifestations cliniques avec des tachycardies, dyspnées et souvent, il est difficile de distinguer la progression ou la réactivation de la maladie. Avec d'autres
manifestations qui ont été décrites dans la littérature. Au niveau du système nerveux central, la principale manifestation, ce sont les symptômes et les signes d'hypertension intracrânienne, céphalée, vomissement, jusqu'au coma du patient, hein. Une analyse du liquide céphalo-rachidien nous permet de faire un diagnostic, mais le patient peut aussi présenter des résultats négatifs dans un test. Et dans ce cas-là, il va falloir faire un PCR, hein, qui, s'il est en général disponible facilement, et va nous aider à faire ce diagnostic. Il y a des patients chez qui il y a d'autres maladies concomitantes. Par conséquent, il est important de faire ces images qui vont nous permettre de constater la présence de la pathologie et avec des cas d'hypertension aussi. Alors, quelle est la définition diagnostique du traitement? La réactivation, hein. Il s'agit de symptômes cliniques identifiés à travers une méthode directe et le parasite dans le sang, hein. On va chercher dans les tissus et on va faire une analyse de la parasitémie dans le sang, hein, et analyse. Et le PCR aussi va nous aider pour ce type de diagnostic. Des fois, il n'y a pas de symptômes. Cependant, si on ne traite pas le patient et qu'on laisse passer le temps sans le traiter, le patient aura davantage de problèmes, hein. Donc, on a une séroconversion en phase 1, une baisse de parasitémie qui est détectée par des méthodes indirectes. Et ensuite, on a une réactivation avec un haut niveau de parasitémie. Ici, vous voyez la parasitémie qu'on observe au niveau périphérique, pardon, et dans le sang. Alors, on va analyser, hein, cela au niveau du système nerveux central. Ici, on voit un niveau élevé, hein, première étape, deuxième étape, niveau bas, et ensuite, de nouveau, on a un pic avec la réactivation. Donc, on constate une augmentation de la parasitémie qui est identifiée à travers le PCR et à travers une analyse de sang. Et on a donc les symptômes qui se présentent. La réactivation asymptomatique qui a été décrite chez un patient brésilien, hein, il faut suivre ce type de réactivation avec un PCR, hein, pour contrôler cela et donner un traitement préventif. Et il y a des travaux très intéressants qui sont réalisés en Bolivie, par exemple, où l'on a 117 patients atteints de VIH qui ont été incorporés dans différents hôpitaux cliniques et qui, dans 22% des cas, avaient une maladie de Chagas chronique. Et on a détecté une parasitémie qui n'avait pas été détectée à l'origine. Donc, ces patients ont une réactivation que l'on a tout de suite détectée par une analyse microscopique. Donc, la maladie de Chagas, hein, avec une charge virale plus ou moins importante, comme vous le voyez sur la diapositive, 48% dans ce cas-là. La première option est d'utiliser la benzadinazole qui doit être prise pendant 60 jours et la nifurtimox, hein, mais on a donc la sole antifongique et dans les cas où on ne peut pas donner de BZD, on donne cela aux patients, hein. On peut attendre 3 semaines avant de passer à l'autre traitement. Ces patients pourraient avoir plusieurs réactivations. Par conséquent, il est important de suivre et de contrôler la parasitémie pendant 6 mois. Et il est important aussi de savoir qu'il peut y avoir une réactivation postérieure. On ne
recommande pas de prophylaxie primaire, mais secondaire par contre, hein. Les patients atteints de Chagas chronique sans réactivation vont avoir des bons résultats avec le traitement pour réduire le risque de réactivation. C'est ce que recommande l'OMS, hein, et qui recommande de traiter les patients de moins de 60 ans. Et donc ici, je voudrais conclure en vous montrant ce cas, un patient de 60 ans né dans une région de Pernambuco au Brésil où là on a eu donc la maladie de Chagas. Ensuite, on a détecté le VIH en 96 et le Chagas en 2005. Cette personne a commencé à se sentir très faible, un problème dans les membres inférieurs au mois de décembre. Cette personne a commencé à présenter un tableau de grande faiblesse. Ensuite, on a constaté la présence de técrusie dans le liquide céphalorachidien. On a traité avec le HMC. Ensuite, on est passé au Fortimox, traitement avec du Fortimox. Le patient a réussi à surmonter l'infection VIH et jusqu'au mois de septembre 2013, le niveau d'infection était plutôt bas. Ensuite, il y a eu un abandon du traitement. En août 2022, le patient a eu un problème de nouveau de maladie de Chagas avec une myélite, une réactivation de la myélite qui a été traitée avec le Nifurtimox. Donc, on voit qu'il y a chez les malades hein, atteints de VIH un risque de réactivation de la maladie de Chagas avec une Muchísimas immunosuppression gracias, sévère, Alicia, surtout por quand le tu nombre de presentación en esta CD4 est enfermedad que se inférieur está à 200 extendiendo, que se ha cellules extendido par ya desde millimètre muchos cube siglos et on en toda la recommande región de donc América Latina, pero que de como bien suivre ce mostraste type en de otros patients países, en habitant poblaciones en Amérique migrantes de esta latine. región On a vu y que aussi también, cela debo decir, chez les como patients argentino, que en algunos migrants de lugares se la conoce como région et Chagas je dois Massa dire por la aussi contribución del que doctor dans Massa certaines régions en el de diagnóstico y l'Argentine, en on el reconnaît tratamiento. Es el cette turno maladie ahora comme étant la de maladie Javier du Urcade. docteur Javier Massa es aussi, hein. comunicador Bien, social, je vais donner la parole periodista à y Javier, divulgador científico qui y est va donc a hablar hoy sobre el papel communicateur de las social, comunidades en la journaliste, respuesta a la et il va nous histozoanosis y a parler la du rôle enfermedad de Chagas de o la Chagas Massa. Pero communauté en realidad dans va le a estar cadre de la abordando en maladie de general Chagas el ou tema de la Chagas-Massa. enfermedad Il va nous avanzada y parler cuál de es la el question papel de la maladie justamente de las avancée comunidades. et Adelante, du Javier. rôle de la communauté. Se Allez-y. ve muy bien. Javier, à vous de prendre la parole. Javier, no te escuchamos. Javier, nous ne vous entendons pas. Ahí se, ahí se, ahí se- Javier, podemos ver tus diapositivas, pero Javier, no te podemos escuchar. nous voyons vos diapositives, mais nous vous entendons. Nous ne vous voyons pas ou nous ne vous entendons pas. Ah, maintenant, nous vous voyons. Sí, Est-ce que vous perfecto. m'entendez? Ok, vamos Omar, entonces. vous m'entendez? Alors, Bueno, buenos días con todos y con todas. on Mi va donc nombre es Javier Urcade commencer. Veloc y como Bonjour, decía Omar, yo colaboro con la je OPS como suis consultor Javier para Orcadevelo. enfermedad Je avanzada por collabore VIH, lo que tiene que ver con la avec participación de la comunidad. le Em, PAHO en tant que conseiller entonces, creo pour tout que ce qui est de la hablando de enfermedad communauté avanzada por du SIDA. VIH y alguna de las infecciones Et oportunistas, nous avons después de 44 parlé años de ayuda al de VIH, la me he maladie interesado VIH sobre las avancée. investigaciones relacionadas con Et la donc, infección après VIH por 44 ans SIDA. de cette épidémie de Es por eso que es VIH, importante quelques personnes avanzar parlent en hablar toujours du sobre fait que lo que tiene que ver con il y a encore enfermedad des personnes qui avanzada por meurent VIH du para que la sida. gente comprenda
Donc, il faut parler de la VIH en tant qu'une maladie avancée pour que tout le monde comprenne bien, surtout avec le tard. Maintenant, nous savons que nous avons d'autres options et nous avons moins de complications, mais elles existent encore. Ces maladies avancées peuvent causer des décès, mais cela pourrait être prévenu ou avec nous savons très bien qu'il y a des résultats qui sont positifs pour toutes les personnes atteintes du VIH. Je vais me concentrer sur les aspects qui nous permettent de faciliter les résultats de cette maladie. Donc, il nous faut du diagnostic qui soit précoce et bien sûr, ces diagnostics représentent un parcours très compliqué pour ceux qui vivent avec le VIH. Cela contribue bien sûr au décès car ces diagnostics sont parfois tardifs. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH qui ne sont pas diagnostiquées. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH qui ne sont pas, qui ne savent pas du tout qu'ils sont malades. Il y a des rapports dans beaucoup de pays d'Europe, par exemple, il y a des diagnostics qui vont au-delà de 40%, mais il y a un ratio de 1 sur 3. Il y a une sur 3 personnes qui ne connaissent pas leur sérologie, cette sérologie. Les paramètres sont liés aux personnes qui sont diagnostiquées avec un taux de 350 CD4 et cette maladie est définie avec les personnes qui sont au-delà de 200 CD4 et donc qui ont des maladies opportunistiques. Il nous faut donc avoir des tests plus rapides. Cela pourrait contribuer à de meilleurs résultats, mais il y a encore des déterminants sociaux, des stigmas, de la discrimination, et cela fait reculer les personnes qui ne vont pas dans les centres cliniques ou dans les centres de santé. Comme on l'a vu avec la maladie de Chagas en Amérique du Sud et surtout dans les régions comme celle du Brésil, nous savons que la maladie de Chagas est liée à des problèmes sociaux ou à la pauvreté, avec aussi l'écosystème ou surtout dans l'Amérique du Nord, que je connais très bien, une région que je connais bien, en Argentine du Nord, on doit avoir un accès à des auto-examens avec des tests que les gens peuvent faire eux-mêmes. Ça leur permettrait à plus de personnes de connaître leur statut VIH. Nous avons besoin de ces tests pour qu'ils soient fournis au premier niveau des services de soins de santé. Nous avons aussi besoin pour que les personnes obtiennent de meilleurs services. La télémédecine médecine est devenue très importante pour beaucoup de pays. Je pense que ce serait la bonne chose à faire pour tout ce qui est du diagnostic VIH. Cela nous apporterait des données sur tout ce qui est des maladies opportunistique, la criminalisation des personnes vivant avec le VIH et les populations clés, c'est la cause la plus importante des diagnostics qui sont faits de manière tardive. Il y a un mauvais taux de services et de rétention. Alors, pour prochaine étape, une fois que la personne connaît son diagnostic, même si ce diagnostic doit être tout de même confirmé, il est important de savoir ce qui va se faire, ce qui se fait dans chaque région ou dans chaque partie du monde. Il y a un lien avec un manque de services et donc un diagnostic est toujours retardé de 2 à 4 semaines parce que il y a des gens qui connaissent les étapes VIH, mais ils ne commencent pas la thérapie parce que dans certains pays, cela peut prendre jusqu'à 3 mois. L'OMS recommande à ce que ces traitements commencent plus tôt pour que ces gens commencent ces thérapies antirétrovirales, pardon. Il y a donc beaucoup de patients qui abandonnent même avant de commencer le traitement. Cela veut dire que dans quelques mois, ils vont revenir avec des symptômes d'une maladie plus avancée. Et ça, c'est un enjeu. Ces enjeux sont aussi liés à la rétention des patients dans le système de soins de santé. Il nous faudrait que cela change pour que l'on puisse apporter de meilleurs traitements. Les suivis sont faits lorsque les patients
quand le patient, en fait, ne reçoit pas de soins dans des centres de soins de santé durant 45 jours. Parfois, ça dure même des années. Des gens sont, ces personnes se perdent ou vont dans un autre centre de santé et ne partagent pas ces informations avec les autres centres de santé. Donc, souvent, cette maladie est mise de côté. Mais il s'agit là d'un problème très important. Il nous faut faire absolument du suivi et identifier ces patients qui sont perdus dans le système ou qui ont déménagé ou qui vont dans d'autres centres de santé. Beaucoup de personnes ont un problème de diagnostic justement à cause de ces retards parce qu'ils sont dans d'autres régions. Alors, que se passe-t-il au niveau du diagnostic, les références et l'accès aux traitements, aux soins? Eh bien, tout cela sont des éléments déterminants et critiques pour l'adhérence et les services d'adhérence et de rétention. Toutes ces maladies pourrait amener ces personnes à être de plus en plus malades. Donc, cela devient critique quand les gens arrivent dans des centres de santé avec ces infections, comme les infections ou les maladies opportunistiques. On doit commencer les traitements le plus vite possible et on a besoin de donner du temps au système immunitaire pour qu'il puisse guérir immédiatement. Donc, il est important de se concentrer sur le fait que la perte d'une personne avec le VIH avant ou après l'initiation du traitement n'est pas un problème du patient lui-même. Cela montre seulement que nous avons des problèmes de services de soins de santé. Nous perdons des patients. Donc, ces systèmes de santé perdent des personnes. Ce n'est pas la décision individuelle des personnes ou qui ne veulent pas recevoir de traitement. C'est un problème institutionnel. Nous devons donc nous focuser sur cela au sein de la communauté. Il s'agit de l'échec du système, pas de l'échec du patient. Donc, c'est pour cela que le rôle de la société civile est très important. Il nous faut absolument obtenir une meilleure rétention de ces patients avec VIH. Rapidement, je vais parler de sujets un peu plus scientifiques comme la tuberculose, l'histoplasmose, la cryptococcus des méninges. Alors, cela reste des causes de décès qui sont très importantes. Il y a une grosse épidémie d'histoplasmose en Amérique du Sud, dans la région en Amérique du Sud. D'ailleurs, nous avons des recommandations vis-à-vis de l'organisation panaméricaine. Il nous faut des tests qui soient faits, des autotests, des tests qui soient faits par les personnes elles-mêmes, des tests rapides, du diagnostic au premier niveau des soins. Il nous faut une initiation immédiate des traitements. Il nous faut discuter de la rétention, du réengagement des patients. Il nous faut parler aussi de l'HIV, le VIH en tant que maladie avancée, etc. Il nous faut absolument pouvoir détecter cela plus rapidement. Les personnes qui vivent avec le VIH, qui est une bonne qualité de vie, eh bien, cela fait partie des droits humains et cela commence bien sûr avec l'accès à des soins de santé de qualité. Les personnes qui vivent avec la VIH devraient pouvoir avoir accès aux avantages que nous mentionnons. Et en fait, en théorie, il n'y a aucune raison valide que les personnes devraient mourir de la maladie du VIH avancé. Cela peut être il y a des méthodes de prévention, cela n'est pas acceptable. Merci de votre présentation. Omar, est-ce que l'on devrait commencer la session de questions-réponses avec vous? S'il vous plaît, rappelez-vous que si vous avez des questions, envoyez les questions dans la boîte questions-réponses que vous allez trouver au bas de votre écran. Pas dans la boîte chat, mais dans la boîte Q&A qui est donc questions-réponses. Omar, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous les intervenants. Merci à tous. Merci à toutes les personnes qui ont fait cette présentation. On va essayer de passer à cette demi-heure de discussion pour essayer de résoudre certaines des questions qu'on nous a posées. Comme je
voyais beaucoup de questions, de questions et de réponses dans notre boîte Q&A. Il y a déjà des questions qui ont été répondues. Et donc, il y a une question pour Alexandro. Alexandro a déjà répondu d'ailleurs, et c'est la question sur les risques de position. Alors, comment est-ce que se transmet l'histoplasmose et que peuvent faire les personnes pour éviter cette infection? Est-ce qu'il y a des possibilités dans ce sens? Allez-y, Alexandre, vous pouvez répondre à cette question. Bien, je vais répondre en anglais. Cela est associé à l'exposition environnementale, aux déjections de chauves-souris, principalement, à travers la fiente d'oiseaux aussi, hein, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Les gens qui vivent en zone urbaine doivent se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de chauves-souris dans les villes. Et on peut éviter l'exposition aux aux principales voies d'infection, hein. Et on connaît l'histoire de certains patients concernant l'histoplasmose. On suggère dans un guide d'administrer une prophylaxie primaire pour les personnes qui vivent dans les zones endémiques, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la manière correcte d'agir, étant donné que il faut d'abord faire un diagnostic précoce, hein, pour les patients chez qui on soupçonne la présence d'histoplasmose en utilisant l'antigène histo qui n'est pas disponible partout dans le monde, il faut le dire, hein. Va a depender mucho Bien, del très bien. ambiente, por Donc, eso cela va también está dépendre como aussi de la localizada en région algunas dans zonas laquelle on se geográficas. Creo, trouve, Alejandro, hein. Cela Alejandro, est lié à que certaines uno zones debería géographiques, bien pensar sûr, et je histoplasmosis en pense lugares que con mucha on vegetación, con doit mucha humedad penser à también, ¿no es cierto? l'histoplasmose Es dans des mucho más lieux avec frecuente en estas beaucoup de regiones que en végétation las et beaucoup regiones muy d'humidité, secas o n'est-ce muy pas? áridas. C'est beaucoup plus ¿O fréquent dans les estoy zones correcto? humides que dans les zones plus sèches ou arides, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Omar, vous avez raison. Mais près de rivières, Sí. dans la forêt, et on peut en trouver dans les grandes villes aussi où vivent les patients atteints de VIH aussi, hein. Donc, si on pense au Brésil, hein, par exemple, le plus grand pays d'Amérique latine, on ne connaît que certaines régions dans lesquelles il y a de l'histoplasmose, mais dans lesquelles on n'a pas vraiment fait de recherche, hein, on n'a pas vraiment fait de dépistage. On a utilisé un test cutané pour voir quelle était l'exposition. On a constaté que l'exposition était très élevée en Amérique latine. Cependant, ces tests ne sont plus Gracias, disponibles et par Alessandro. conséquent, c'est Claramente une maladie eso qui uno est adquiere importante et dont il faut tenir compte el dans hongo notre y esto se va a continent. À reactivar en partir du personas moment où con le CD4 patient bajo. Por eso, como atteint dice Alejandro en su presentación, es muy importante ce que todas las champignon est personas atteint con VIH que no tienen un de ce tratamiento problème, cette personne va efectivo avoir une y que tienen évolution. menos de Par 200 conséquent, toutes les CD4 personnes se atteintes de realicen o el VIH médico les doivent realice en una prueba de tenir compte, hein. histoplasmosis en Les médecins orina doivent porque faire des tests pacientes con CD4 bajos son d'histoplasmose en causas urine chez ces frecuentes de patients reactivación, parce que de très souvent, presentaciones c'est graves la de cause de histoplasmosis fréquence de diseminada y una de las réactivation principales et causas de muerte en c'est la América présence Latina. grave d'histoplasmose disséminée qui est ¿Quieres une des hacer causes, la une principale siguiente cause de pregunta, mort Mehdi? en Amérique latine. Bien. Mehdi, est-ce que vous pouvez poser la question suivante? Oui, bien sûr. Alors, nous avons une question, des questions concernant la maladie de Chagas. Une des questions est: quelles sont les stratégies les plus efficaces pour interrompre le cycle de transmission de la maladie de Chagas dans les régions endémiques? Et pourquoi est-ce qu'il est difficile d'éliminer la dissémination de cette maladie malgré des années d'intervention? Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, ou expert dans ce domaine, mais je dirais que la principale mesure devrait être de faire une analyse des vecteurs, hein, voir un petit peu quel est le problème concernant les vecteurs. On sait qu'il y a aussi
aussi une transmission orale dans certaines régions du Brésil. Et la transmission orale est une voie de transmission qui devrait être éliminée dans la mesure du possible. Et on constate qu'il y a beaucoup de transmission orale de la maladie de Chagas. Une autre transmission est la transmission verticale qui est importante. Il faut en tenir compte, il faut faire des diagnostics chez les femmes ayant la maladie de Chagas chronique de façon à prendre les mesures nécessaires pour éviter la transmission verticale de la mère à l'enfant lors de la naissance. Donc, cela est fondamental. La transmission verticale est importante. 50% des femmes atteintes de Chagas et de VIH vont transmettre ces pathologies à leurs enfants. Un autre élément important de prévention est le suivi que l'on doit faire des personnes qui donnent du sang ou des organes. Le don d'organes et de sang peut aussi être une voie de transmission importante de la maladie de Chagas. Il faut en tenir compte. Donc, il y a ici toute une série de mesures à mettre en œuvre et dont il faut tenir compte dans la santé, dans les politiques de santé publique. Il faut considérer toutes ces possibilités par rapport à la transmission de la maladie. Merci Omar. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dirais qu'il s'agit d'un problème de santé publique, un problème de pauvreté aussi. Ce parasite et qui transmet la maladie de Chagas, qui pique la nuit, se trouve dans des maisons avec un sol en terre battue, un toit de paille, donc des conditions de vie qui sont précaires et c'est comme cela que la maladie est transmise. Par conséquent, améliorer l'urbanisation, améliorer les constructions, ne pas avoir des sols en terre battue dans les maisons, avoir des parois qui ne soient pas empisées, dans lesquelles ces animaux, ces insectes ne puissent pas se loger, ce sont des points très importants. Et ensuite, tout ce que Ligia a dit à propos du diagnostic, coupure du cycle, traitement des personnes infectées, éviter la transmission par le sang, éviter la transmission verticale sont des points fondamentaux, bien sûr, aussi. Je veux ajouter quelque chose. Il n'y a pas de maladie endémique de Chagas en Afrique, mais il y a d'autres trypanosomiases africaines avec d'autres symptômes, mais semblables. On appelle cela la maladie du sommeil, avec des symptômes cliniques qui sont semblables. C'est une autre maladie, mais avec d'autres caractéristiques. Par conséquent, on pourrait s'intéresser aussi et organiser un séminaire web sur ce thème dans le futur. Merci, merci Omar. Je vois que vous avez répondu à une question qui a été posée dans la boîte de dialogue justement sur la maladie de Chagas et d'autres maladies en Afrique de l'Ouest. Alors, quand est-ce qu'un médecin doit soupçonner la présence d'une maladie de Chagas et quel est le test le plus rapide dans ce cas-là? Alors, cela va varier. En général, on va avoir de la fièvre, des manifestations au niveau du système nerveux central, un problème cardiaque aussi très souvent, et les lésions cutanées, qui sont une manifestation de la réactivation du Chagas. Et par conséquent, il faut être attentif chez les patients chez lesquels on a une co-infection avec donc SIDA Chagas. Cela a été très bien décrit. Il y a différentes manifestations cliniques qui montrent cette réactivation de la maladie de Chagas. En général, cela se trouve au niveau du système nerveux central. Le diagnostic de la maladie chronique se fait à travers la sérologie. On pourrait aussi avoir un PCR positif
une analyse de sang, mais tout cela est intermittent, étant donné que le patient chronique avec une maladie de Chagas présente va donner des résultats intermittents dans ces analyses, hein. Donc, il y a la sérologie, le diagnostic de la réactivation qui doit être fait à travers la détection du parasite lui-même, hein. Donc, cela doit être une analyse quantitative du parasite, ce qui va nous aider pour No, faire le muy diagnostic bien, parce solo qu'il y yo a agregaría un que niveau de sensibilité otra très vez, élevé ¿no? pour ce test, hein. Recordar que va a J'espère vous depender de avoir los CD4 répondu. bajos. Entonces, Oui, lo más importante es que las le, personas con les HIV CD4 estén vont être mantenidas en el bas sistema de et donc salud, les personnes estén atteintes de HIV doivent tratadas por el être VIH, dans le tengan système de una santé, carga doivent viral être indetectable traités pour y VIH, tengan un doivent avoir CD4 une bajo, charge virale perdón, un CD4 indétectable alto, et que no doivent avoir un que no lleguen CD4 a ser su enfermedad élevé, avanzada. hein, Por eso también le quería de façon à preguntar ce que la maladie le quería hacer la n'avance pregunta que pas, está hein. para Je Javier, que hay voulais una poser une pregunta question à en el Javier chat ici, hein. que dice Une question con qui est posée respecto a la dans la situación boîte actual, de dialogue. ¿cómo La question est impacta la suivante. la Avec la situación situation actuelle, internacional del comment est-ce que la financiamiento situation en el internationale riesgo du de financement alguna de estas a-t-elle enfermedades un en el futuro? impact, hein, dans le domaine des risques pour Gracias, ces Omar. maladies dans le Me futur? dejaron la Merci, pregunta Omar. fácil. Hein, vous m'avez laissé une question Lógicamente, très facile, je trouve. crisis Eh bien, c'est une financiera crise internacional como la que se está financière enfrentando ahora internationale que nous vivons actuellement, tiene un impacto directo en la dans capacidad de laquelle los tout sistemas de cela, bien salud sûr, a un impact en los países de direct renta sur baja y la de renta media capacité des baja, pero systèmes de que santé pour tienen, les sin estos pays aux recursos, pero revenus también moyens et tiene bas un qui ont un impacto problème de en ressources. la Mais participación cela de la va sociedad civil y aussi las avoir un comunidades impact sur la en el sistema participation de salud, de la que société tiene que civile ver et de con la acompañar a communauté las personas à con VIH, pero au système de particularmente santé en a général, aux referir a problèmes aquellas des personas que personnes se atteintes sospecha de tienen sida, enfermedad des avanzada o una personnes chez etapa qui on pense sintomática que a l'on los a une servicios. maladie avancée, Es un niveau fundamental entender el avancé de papel la que juega maladie ou no solo chronique, hein. en las Donc, Américas, il est sino en important particular en d'en África, tenir los compte en trabajadores Amérique, comunitarios de mais aussi salud, en community Afrique, hein. health workers, Les que travailleurs permiten communautaires de hacer la un santé, hein, trabajo de qui doivent vinculación comunitaria. faire un Y a travail propósito de la au presentación niveau de de la Alicia y la conversación communauté, hein, la doivent declaración être que hacías, pris Omar, en sobre compte, la hein. vinchuca Et y el on en a Chagas parlé, y lo Omar que a pasa parlé con otros de l'insecte, vectores en de África, tiene que ver con l'insecte una qui est cuestión le social, tiene que ver vecteur, con una hein, cuestión de de cette maladie. pobreza. C'est la Y même lo chose en vemos con Afrique. malaria, Ces porque maladies la sont des maladies de importancia la que tiene el pauvreté. On trabajador le voit aussi avec comunitario, la malaria, hein. Les voy a hablar del travailleurs ejemplo de malaria, que communautaires, hein, no dans ce alcanza con sens, sont les entregar un premiers mosquitero, sino touchés. explicarles a las Il faut familias cómo se donner utilizan, cómo se un utilizan otros medios moustiquaire, des para moustiquaires aux familles, contener la leur transmisión de expliquer comment malaria ça y otras s'utilise, infecciones comment de cette transmisibles. manière on peut Y hay que contrôler empezar la una cosa con la malaria et pobreza y autres la maladies vulnerabilidad. transmissibles. Et Con puis, los colegas con los toutes que ces yo maladies, c'est trabajo clair, hein, en sont África liées son à personas que la tienen VIH, son pauvreté. personas que Donc, tienen on tuberculosis, son travaille avec personas des que personnes tienen atteintes de sida en malaria Afrique, sintomática y otros atteintes temas de al mismo malaria tiempo. A mí me symptomatique et toca trabajar d'autres con colegas maladies. Tout con cela en même temps. coexistencia, Je personas travaille viviendo avec con des VIH, collègues por supuesto, qui me pero con parlent coexistencia de de más de personnes una donc infección, en atteintes algunos de casos más VIH conocida et como qui infección ont oportunista, aussi sucede une al mismo tiempo. coexistence, Entonces estamos hein, de hablando con plusieurs personas de con un compromiso comorbidités, hein, clínico plusieurs muy maladies en même temps. importante. Donc, c'est très Y para important cerrar, es muy d'en importante, tenir aún con compte. la Et pour falta de conclure, je recursos dirais que que estamos même viendo, avec no le sabemos manque dónde va de a terminar ressources esto que y nous esperemos que vivons, hein, mejore en algún on ne sait pas momento. trop quelle Los va centros de être la salud, sobre situation todo dans le atención futur. primaria Les centres y de las santé de organizaciones tienen que traitement tener los kits primaires sont très de importants medicamentos et toutes y ces tecnología organisations, tous para ces centres doivent pronosticar, avoir des kits proveer basiques profilaxis y manejo, pour tratamiento de las pouvoir infecciones oportunistas lo antes diagnostiquer posible. certaines de ces Muchas maladies gracias, et pour Javier. Yo pouvoir creo que ensuite estamos mettre en viviendo un place un traitement le plus momento rapidement possible. difícil y es Merci beaucoup, clave Javier. Je pense el que nous vivons un compromiso moment de la sociedad difficile civil et también en l'engagement de mantener la esa société civile est abogacía, très important pour maintenir digamos, ser muy vocales a la hora cette de mostrar que los productos no capacité están de llegando y que se necesita montrer, hein, realmente hacer un que les esfuerzo global médicaments para que el mundo n'arrivent sea un pas poquito mejor dans ces y no que régions esté touchées empeorando et que l'on a Alemania, ¿no? besoin Creo que eso es de crítico. faire un Vamos a effort seguir con las mondial pour preguntas que les y choses vamos a pasar s'améliorent un otra petit vez peu. a Bien, nous allons Alessandro. Hay una continuer pregunta que avec ya les questions. Nous allons se contestó passer también en à el chat, pero creo que Alessandro. se Il y a beneficiaría une mucho otra question gente de qu'on a escucharla, posée que dans es la los boîte de antígenos dialogue, son mais je crois que ce serait antígenos en intéressant de le orina. redire. Miden On la parle des presencia antigènes en urine qui mesurent la la présence histoplasmosis en orina y no son de cuantitativos, l'histoplasmose no, en urine. Ils ne digamos, sont pas mide si es positivo o quantitatifs, negativo ils en este mesurent momento, los que están l'aspect disponibles
como positif pruebas ou négatif rápidas. de la maladie. Ils sont ¿Crees disponibles que comme esos tests antígenos rapides. tienen Est-ce que vous alguna pensez que ces ventaja en el antigènes ont seguimiento? un ¿Cuánto avantage pour tiempo le permanecen suivi? positivos Et esos pendant combien antígenos de temps en los est-ce que pacientes? ces Si vale la antigènes pena sont repetirlos después del positifs inicio chez del le patient? tratamiento Est-ce o que no se cela vaut la recomienda? peine de le répéter une fois le traitement terminé? Les antigènes que nous détectons dans l'urine, on peut toujours voir dans les sérums, mais c'est plus facile à faire avec les échantillons d'urine. Nous faisons donc, nous effectuons le test ELISA et nous obtenons un indice qui a une importance sur le diagnostic, le pronostic, pardon. Plus l'indice est élevé, plus la charge fongique est importante. Nous devrions nous attendre à ce que l'indice diminue au fil du temps avec le traitement habituel. Mais nous avons fait une étude évaluant la thérapie d'induction et après 2 semaines, il y a une diminution de l'indice, mais pas de beaucoup. Et nous avons travaillé avec des collègues au Michigan. Ils ont étudié des patients transplantés qui avaient l'histo. Donc, je ne sais pas sûr si les antigènes histo sont utiles pour surveiller la maladie durant le traitement. Donc, nous savons qu'il est important de diagnostiquer la maladie en tant que facteur de pronostic, si vous voulez. Nous avons un test LFA de Miravista qui est assez facile à utiliser, mais c'est un test qualitatif. Donc, nous n'obtenons pas d'indice, pardon. Et avec Ami, une autre société, on va sortir au mois d'août un nouveau test qui va nous fournir un lecteur optique et comme ça, nous aurons des indices. Donc, la réponse c'est une réponse rapide, mais on ne sait toujours pas comment Ok, utiliser les muchísimas antigènes gracias. histo pour Entonces, surveiller la está maladie claro el après le traitement. mensaje, es Oui, voilà, importantísimo le esto para el message ont été diagnóstico y importants quizás no, digamos, au hay que niveau du todavía investigar diagnostic un poquito et más peut-être et para el qu'il nous faut seguimiento, continuer el à seguimiento de estas enquêter sur personas. le suivi de ces patients. Mehdi? Alors, y a-t-il d'autres questions? Mehdi, vous avez d'autres questions? Ah, vous voulez partager d'autres questions? Oui, il y a des questions assez générales, d'ordre général, pour tout le monde, pour tous les intervenants. Y a-t-il une stratégie de l'IAS ou de l'OPS pour fournir ou aider à réduire le coût des antigènes urinaires histoplasmiques en Gracias, Amérique Mehdi. latine? Ah, Ah oui, merci pour cette question bueno, nosotros géniale. tenemos con Alors, Javier el gusto de avec trabajar. Javier, Parece nous una base travaillons de un sur anuncio une comercial y no lo base. es y no estaba previsto. Ça ressemble à un Pero extrait solo de publicité, mais comentarle ce n'est que pas sí, prévu, hein, bien probablemente sûr. C'est el pas le cas capítulo, la d'ailleurs. pregunta en el chat Il de suffit forma anónima, de dire probablemente simplement está al que tanto de que probablement existe un proyecto de la cette Organización question Panamericana de la Salud il y a financiado donc un por projet UNITAID. qui Y hay existe pour dos proyectos l'Organisation más panaméricaine de la también financiados santé. por UNITAID en África, C'est un específicamente projet qui est destinados a financé par intentar United, reducir la aussi mortalidad United en por enfermedad Afrique, avanzada. Entonces, destiné estos donc, proyectos c'est lo que buscan es spécifiquement destiné à réduire la identificar mortalité en raison rápidamente d'une maladie personas avancée. con menos de Ces 264 projets y de visent à estas identifier personas rapidement les autres intentar personnes atteintes de moins de 200 CDA identificar la histoplasmosis, et, la euh, criptococosis et chez y ces la personnes, on tuberculosis pourrait aussi mediante el essayer uso de d'identifier pruebas rápidas también. l'histoplasmose, la cryptocose, Ese proyecto etc. en et la tuberculose. Latinoamérica À está l'aide de tests coordinado por rapides, la ce OPS y se projet en maneja a Amérique du través de los Sud gobiernos de est los donc países. Son pequeños aportes coordonné de par capital y de l'OPS. pruebas a C'est géré par les a pays, le los gouvernement des mismos pays. C'est países des petits apports de para que capitaux hagan, digamos, para que empiecen a et implementar d'essais la prueba y dans ces mientras ellos pays. pueden poner en Ainsi, on marcha pourrait commencer los à mettre en œuvre mecanismos les burocráticos tests para las jusqu'à ce compras qu'ils que soient siempre prêts. son Et donc, muy il y a des complejos. mécanismes Entonces, bureaucratiques pour la ces achats qui situación sont toujours recién très está complexes, bien empezando a sûr. rodar. Están Alors, la empezando en los próximos situation ne 3 o 4 fait meses, que ya varios países de commencer. la Cela fait región à peu van a près tener 3 ou 4 mois. acceso a algunas Nous de estas avons plusieurs pays pruebas. dans Se la están région qui haciendo vont y avoir muchas actividades accès. de capacitación, Donc, muchas actividades de durant ces tests, investigación. nous avons de nombreuses activités de Fue uno de los formation, pioneros, d'enquête, es de pionero en nombreuses recherches investigación, ont pero été fue uno de faites. los pioneros en Alessandro participar con OPS euh, en este a proyecto été un también pionnier en en recherche, mais Brasil, en Porto Alegre, il y a été eso lo ha aussi le premier permitido à también ahora que participer dentro de pocos au meses Brésil llegue a España a través del avec un Ministerio de projet Salud à pruebas
Porto Alegre et nous espérons que cela va nous permettre à faire des diagnostics. Nous espérons que dans ce sens, le gouvernement va continuer à assurer la continuité pour les patients. Et sachez que dans chaque pays et dans les pays où des groupes travaillent sur l'histoplasmose, il existe euh, des projets pour les personnes avec histoplasmose. Il est important de rester en contact avec leurs programmes nationaux de VIH aussi. Ceux qui sont en contact avec l'OPS profitent également de cette occasion pour répondre à une question sur la façon d'accéder à Ultimox dans les pays où il n'y a pas de traitement, par exemple au Mexique. Alors là aussi, encore une fois, ces chercheurs, ces médecins contactent le gouvernement pour qu'il contacte l'OPS pour recevoir des dons de traitement pour Chagas. Pour les pays qui n'ont pas où il y a très peu de cas et ne peuvent pas acheter en gros volume. Alors, à cet égard, il y a un bureau local de l'Organisation panaméricaine de la santé dans ces pays. Ils peuvent établir des systèmes pour recevoir des dons pour ces patients. Donc, je vais repasser la parole à Mehdi pour savoir s'il y a d'autres questions pour nous, ou pour les autres, pour moi ou pour les autres. Merci Omar. Il y a encore des questions sur l'histoplasmose. Pour combien de temps devrait-on attendre pour commencer le TAR, le TAR lorsque il s'agit de cas de histoplasmose? Je pense que la reconstitution immunitaire ne produit pas l'histo, donc on devrait commencer le traitement tard, le plus tôt possible. Juste un petit commentaire sur la détection de l'histo-antigène. L'antigène a été validé pour les maladies disséminées. Dès qu'on commence à tester les patients avec un faible taux de CD4, avec des symptômes légers ou aucun symptôme, on ne sait pas trop quoi faire avec les résultats parce qu'on ne connaît pas vraiment l'évolution nationale de l'histoplasmone et dans le sida. Peut-être que certains de ces patients auraient eu leur histo-antigène éliminé simplement avec un traitement tard. Je serais donc prudent de recommander une thérapie préventive dans ce contexte en raison du manque de données. Oui, c'est important de tenir cette information sur l'évolution naturelle de cette maladie en raison de ces statistiques mentionnées par Alejandro. Alors, il y a différences cliniques qui dans le temps, sont pas non plus si faciles à différencier. On ne peut pas les différencier uniquement cliniquement, comme vous le disiez précédemment. Peut-être que la personne a eu des problèmes hépatiques. Il y a toujours une grande composante d'atteinte pulmonaire quand il n'y a pas d'autres lésions. Bon, le diagnostic différentiel le plus important serait-il pulmonaire? Il y a une question que je vous pose sur la fréquence des lésions pulmonaires d'ailleurs. Si c'est le cas, si la lésion pulmonaire spécifiquement due à l'inhalation, au disème ou à une réactivation. En fait, les résultats pulmonaires sont fréquents, mais généralement, ce qui prédomine, pardon, c'est des symptômes généraux comme une perte de poids, de la fièvre, et ensuite des problèmes avec le foie ou la rate, une pénie, des lésions cutanées ou buccales. Alors, bon, ces signes pulmonaires ne sont pas des manifestations cliniques prédominantes, mais elles existent en général. Mais je voudrais aussi simplement, pour vous inviter à la réunion de l'ICHAM, la Société internationale de mycologie humaine et médicale, qui se tiendra au Brésil, à Iguaçu Fall. Nous avons une réunion de 4 heures sur l'histoplasmose là-bas. Le groupe de travail en histologie discutera du plaidoyer au diagnostic en passant par la présentation clinique et aussi en parlant du traitement. Merci. Très bien. Maintenant, une question pour Alicia, à savoir si on peut lui faire une question que l'on trouve dans le chat sur le traitement de Chagas à propos de l'Équateur, par exemple, concernant encore une fois ce traitement de Chagas où il n'existe pas de traitement de première ligne.
les gens con se el disent, je peux aussi abordaje aller au en tus soleil, mais les sesiones derniers embarazadas. mois No peuvent sé être si la toxiques cosa aussi. Vous actualmente voyez, cómo c'est un está peu, ahí. quelle est l'approche chez les femmes enceintes, par exemple? Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec cette question. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Donc, alors, alors à chaque fois, nous avons de plus en plus de données et donc, il y a des options, nous le savons maintenant. Nous avons des médicaments de première ligne que nous pouvons utiliser dans ces situations lorsqu'il n'y a pas de tolérance avec les médicaments habituels. Donc, c'est important de savoir que ces nouveaux médicaments peuvent nous aider. Et ce ne sont pas forcément des médicaments de première ligne, mais ils peuvent être actifs lorsqu'il s'agit de l'infection de técrusie, où il y a aussi les femmes enceintes. Eh bien, il y a des médicaments de première ligne qui ne sont pas forcément recommandés pour les personnes, les femmes enceintes ou durant la grossesse, mais il y a des situations où il y a de la réactivation et souvent cette thérapie pourrait sauver la vie du patient ou de la patiente, pardon, et, et aussi limiter la transmission inhibitée au fœtus. Donc, ce traitement serait recommandé. Bien sûr, il y a des recommandations au niveau de la Muchas toxicité. C'est gracias. quelque chose Entonces, dice, ¿tú quieres sur lequel nous hacer devons alguna pregunta? enquêter plus amplement. Alors, il y a une question sur l'épidémiologie de les maladies de Chagas. Est-ce que cela augmente ou cela baisse? Et qu'est-ce qui est dû à l'environnement? Quelle est la partie due à l'environnement? Ou quelle est la partie due primairement à l'intervention médicale? En fait, oui, merci de cette question. La maladie de Chagas et ses estimations ont baissé. L'estimation de la maladie de Chagas a baissé. Si on regarde ces chiffres, nous savons que nous avons une baisse dans la documentation dans beaucoup de personnes qui vivent avec la maladie de Chagas. Et il y a aussi une baisse au niveau des nouvelles infections depuis les années 1990. Souvent, ces chiffres ne sont pas les mêmes. Ça va cas par cas. Dans certaines études, les chiffres sont plus élevés ou plus bas. Donc, la maladie de Chagas baisse sans doute. Il y a bien sûr le contrôle de la transmission qui est mieux géré et c'est un des facteurs les plus importants. Il y a d'autres mesures qui rentrent en jeu. Mais comme professeur Omar l'a dit, nous avons aussi un enjeu et c'est l'accès au traitement, les conditions de vie et la transmission vectorielle, car dans beaucoup de cas, ça représente un problème. Et nous avons aussi une transmission orale, nous avons des épidémies de maladies de Chagas. Regardez dans les régions plus au Patricia, nord, déjame preguntarte eso del brote nous de avons Chagas oral, porque no, ce genre eso de ha sido como problème. Alors, un brote específico que se ha il visto y a sobre eu todo des en Brasil, no lo épidémies. hemos visto en muchos otros Cette lados. épidémie, Y creo y quería ce qu'on a confirmar vu au contigo si Brésil, es on n'a que pas vu era ailleurs. por caña Et de donc, azúcar, por la costumbre de la alors, je gente de voudrais comer savoir la si caña de cela est azúcar dû à la molida canne o à sucre, masticada que pueden haber estado euh, infectadas por estas parce que les lechugas. ¿Es gens así el mecanismo o hay euh, otros mecanismos mangent descritos de ou transmisión cette oral? canne à sucre qui ont été peut-être infectés. Est-ce que ça peut augmenter la transmission? Oui, le mécanisme, c'est ça. On mange de la nourriture qui pourrait être contaminée, donc avec un parasite, mais pas seulement la canne à sucre. Il y a l'açaï, vous savez, le fruit, les baies d'açaï, ça c'est très commun dans la région du nord du Brésil. Et les baies de açaï sont mangées sans être nettoyées. Donc, ça, bien sûr, elles sont contaminées avec le parasite. Il y a aussi des épidémies qui sont dues aux haricots ou d'autres produits aussi. Il y a des cas qui peuvent être très sévères. Par exemple, il y a des cas dans une seule famille ou qui sont propagés dans une famille. Alors, ce qui est important, c'est dans ce Entonces, cas-là, claramente la c'est qu'il faut eliminación del éduquer vector lorsqu'on est dans une région telle que es una celle-ci. estrategia Oui, importante l'élimination y du crítica, ¿verdad? vecteur est une Porque stratégie très importante, estos comme vous le savez. virus
Donc, l'éducation, encore une fois, c'est un point fondamental, il n'y a pas de doute. Lorsqu'il y a de la nourriture fraîche qui est vendue dans la rue, il faut absolument être au courant, il faut avoir l'éducation. Et aussi, il y a la question du stigme, de la stigmatisation. Ça, c'est un obstacle des plus importants. Et cela a à voir avec les tests de VIH, les traitements VIH. Il faut absolument gérer cela pour éviter que la maladie soit avancée. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les stigmas sont liés aux maladies avancées? Comment est-ce que la société ou la communauté peut aider à renforcer ce travail au niveau des stigmas? C'est une question compliquée parce que c'est une réponse complexe. Alors, lorsqu'il s'agit de diminuer la discrimination, ça ne veut pas dire que c'est pas seulement parce qu'on veut protéger les personnes vivant avec le VIH, mais il y a aussi un problème d'accès. Les gens devraient pouvoir avoir accès au diagnostic et au traitement du VIH. Mais bien sûr, il faut atteindre des diagnostics et donner, et bien sûr, il faut diagnoser toutes les maladies opportunistiques. Il y a des personnes qui arrêtent le traitement et qui ne vont plus consulter, hein, et donc, et n'ont pas accès au traitement parce que l'on parle ici d'une maladie qui a, qui est qui voit une certaine discrimination. On voit aussi le problème financier qui est devenu aussi un gros problème, surtout aux Amériques et en Afrique. Et c'est lié à la criminalisation du VIH. On parle des personnes dans le travail du sexe ou dans les personnes qui utilisent des drogues. Donc voilà, il y a là des stigmatisations que l'on voit en Afrique ou en Amérique du Sud. Et tout ça, ça a un impact très négatif et les personnes meurent chez elles sans et puis, les communautés ne font pas rapport ou ne sont pas répertoriées ayant le VIH, ne font même pas de tests d'ailleurs. L'impact, c'est pas seulement un impact qu'on voit chez les homosexuels ou l'MSM ou aux pays d'Afrique, mais on voit aussi qu'il y a un impact sévère qui est celui de la santé publique. Alors, on voit aussi de la discrimination un petit peu plus subtile. On parle de la maladie de Chagas en Amérique du Sud. Il y a d'autres vecteurs de transmission de la maladie. Donc, en Afrique, la stigmatisation joue un rôle très important. Ce sont des gens, une population pauvre. Encore une fois, tout ça est lié à une population pauvre qui vit en Afrique ou en Amérique du Sud, qui vivent dans des logements très humbles, qui vivent sur la terre. Et donc, il y a beaucoup de stigmatisation et de discrimination chez ces gens-là. Souvent, nous voyons qu'il y a aussi des facteurs additionnels, supplémentaires. Et il y a le stigma, la stigmatisation, pardon, la discrimination et la criminalisation des problèmes. Et cela est lié bien sûr à toutes les habitudes sexuelles, les pratiques sexuelles. Et en résultat, ces trois éléments jouent un rôle important. Les gens, donc les personnes atteintes, ne vont pas dans les services, dans les centres de soins et donc ne reçoivent pas de services. Et parfois, quand il s'agit de les traiter, c'est trop tard. Omar, est-ce que vous voulez qu'on prenne une dernière question? Donc, dernière question pour tous les intervenants. Comment réduire les informations opportunistes auprès de la population pédiatrique, les enfants, hein? Alors, allez-y, Alejandro. Perdón. Sí, Excusez-moi, por Alejandro, si hay peut-être alguna que cosa adicional que te haya quedado decir vous antes de cerrar, porque me pourriez parece que esta aussi pregunta en este es muy ajouter importante, sí, ce qui, à votre a ver avis, n'a pas été cómo dit. la En tout cas, cette cerramos entre question est los très tres. importante. Voyons comment on arrive à cette conclusion. Eh bien,
Je ne peux pas trop parler d'enfants, je Ok, suis pero es navrée, je n'en justamente, parlerai bueno, pas, hein. histoplasmosis es Donc, je un vais tema laisser cela también aux autres, à mes importantísimo collègues, en tout cas en niños. l'ostoplasmose. No sé si tienes alguna otra, L'histoplasmose, si par, quieres par cerrar o contre, tienes alguna cosa que euh, te hubiera gustado decir y que no te hemos concerne dado la pas oportunidad ici de contestar le alguna pregunta que traitement quisieras des enfants. cerrar. Alors, je ne sais pas si vous No, I avez just quelque chose answered an à additional question ajouter. here in the Eh Q&A, but I bien, would like to thank j'ai you again for répondu à organizing d'autres this questions dans la boîte des and dialogues. the audience for Je veux vous participation and remercier en tout cas pour Pavo avoir or Martin organisé Freddy. ce It was great to séminaire. participate Je and remercie le thank you very public, much. le Gracias. MES, Ligia, Omar, ¿te animas a la Mary. pregunta de Ça a Mehdi? été vraiment, Mehdi, pardon, ça a été vraiment un plaisir de participer à à ce séminaire. Alors, dans mon cas, j'ai peu d'expérience avec les enfants. Oui, je sais en tout cas que lorsqu'on a réduit la transmission au sein de la communauté, on a aussi réduit les taux d'infection chez les enfants hein, en général. Hein. Donc, avec la maladie de Chagas, ce qui est important, c'est de diagnostiquer la maladie chronique. Quand on la traite, on réduit aussi la transmission de la mère aux enfants, bien sûr. Hein. Le benzonidazole et d'autres traitements de ce type sont rarement utilisés chez les enfants. On utilise parfois certains produits off-label, mais ce n'est pas simple. Hein. En tout cas, je vous remercie, moi aussi, de nous avoir invités à ce séminaire. C'est un thème de première importance, il faut le dire. Et puis, puisque nous avons ce problème de maladie endémique dans la région, hein, une situation qui existe depuis plusieurs décennies et il faut le dire qu'avec le VIH, cela a un grand impact sur les maladies opportunistes dans notre région. Javier, allez-y. Eh bien, je pense qu'une des choses importantes lorsque l'on parle de VIH chez les enfants, hein, c'est le contrôle. Et il faut donc éliminer la transmission verticale dans tous nos pays. On doit être sûr qu'une femme atteinte du VIH et enceinte sait qu'elle est atteinte de VIH. Tout cela nous permet de reparler du suivi des mères, de l'accouchement naturel, etc. Moi, je pense qu'il est criminel qu'aujourd'hui, on continue à avoir des enfants atteints de VIH et ce n'est pas la faute des familles, ce n'est pas la faute des mères, c'est la faute d'un système de santé inefficace qui ne teste pas toutes les femmes enceintes pour savoir si elles sont atteintes de VIH, mais aussi de syphilis. Toutes ces maladies peuvent être prévenues et beaucoup de pays d'Amérique latine veulent garantir l'élimination de la transmission verticale pour garantir un bon niveau de santé publique. Et par conséquent, la réponse au VIH et à d'autres maladies endémiques dans la région est très importante. Les premières mesures sont donc la prévention et le traitement. On traite et on réduit la possibilité d'avoir des enfants atteints de VIH qui naissent. On doit aussi traiter la mère, non pas comme une machine à faire des enfants, mais aussi comme une patiente qui doit être traitée. Et je veux bien sûr remercier l'IAS pour nous avoir invités, pour tenir compte toujours de la société civile. C'est une valeur ajoutée de l'IAS. Il faut rappeler que nous sommes dans un contexte difficile. Les États-Unis et ce qu'ils ont fait sont en train d'avoir un impact grave sur le traitement du sida dans nos régions. On ne sait pas très bien ce qui va se passer dans le domaine de la tuberculose et de la malaria. D'autres maladies
grave. Et on sait que ces fonds mondiaux ont fourni énormément de ressources aux communautés pour faire des contrôles, pour tester la communauté. Par conséquent, nous traversons un moment difficile au niveau du traitement et du diagnostic du VIH, ce qui est bien Muchísimas triste. gracias, Javier, Merci. por tu palabra, Merci, Javier. tus Merci palabras pour ces y paroles. realmente muchísimas gracias a todos por la Merci beaucoup à participación, a tous pour todos los votre oradores. Han sido participation. Je presentaciones remercie tous les espectaculares, orateurs pour leurs también présentations a la qui ont gente été de la IAS, a passionnantes. África, a Je remercie Julia, a aussi les Laura y membres a de las YAS. intérpretes que han Je estado traduciendo remercie en forma les interprètes simultánea en, qui ont en traduit inglés, francés, toute la español y conférence portugués. en anglais, El 7 de français, mayo es espagnol la et segunda parte de portugais. este Le webinario 7 de mai, por qué nous las aurons la infecciones deuxième oportunistas partie siguen de siendo ce importantes en la séminaire. respuesta al Pourquoi VIH. les informations opportunistes Y el sont 7 de importantes mayo dans la tendremos réponse el capítulo au entonces traitement de du VIH. meningitis, Et nous tuberculosis aurons y la partie Talaromyces de mammiferae, que méningite, también tiene tuberculose una distribución et geográfica especial. Le paso a mi thalaromisme colega Mehdi marnifé. para cerrar Je ya donne maintenant la esta sesión. parole à mon collègue Mehdi qui va éclore la séance. Allez-y, Mehdi. Merci beaucoup, Omar. Merci. Merci à tous. Je remercie bien sûr les participants et je veux vous demander de compléter une enquête d'évaluation. Cela est très important pour que le Fonds éducatif du YAS puisse continuer à améliorer les webinaires dans le futur. Par conséquent, s'il vous plaît, répondez à l'enquête. Nous envoyons le lien vers le formulaire de cette enquête dans le chat. Nous vous remercions pour votre participation à ce séminaire. Nous en sommes à la fin de notre webinaire et ce webinaire sera bientôt à votre disposition sur le site du YAS+. Merci beaucoup à tous.